Et je passe la parole à Christophe Castaner pour sa 3e ouverture de plateau. Ouais. Je vais pas forcément l'introduire le sujet, je vais laisser l'animatrice animer et le faire. Le thème, c'est je développe, je fais des propositions. Mais juste parce que c'est l'actualité, je ne résiste pas au fait de vous annoncer, il y a une dépêche AFP qui est tombée cet après-midi, qui peut apparaître comme un détail, mais vous vous souvenez du débat sur le travail dominical, l'ouverture des grandes surfaces le dimanche. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui, à l'époque, se sont exprimées pour dire bon, c'est aussi un choix de société. C'est aussi le fait de privilégier le commerce sur les femmes et les hommes qui y travaillent. L'Organisation internationale du travail vient juste d'épingler la France sur le travail dominical en estimant que le choix de dérogation, je cite, obéisse à des préoccupations économiques sans prendre en compte l'impact social pour les salariés. Je cite un peu plus loin, les considérations sociales ne paraissent pas avoir été prises en compte et en conséquence, l'Organisation internationale du travail vient de demander au gouvernement français de poursuivre l'examen avec les partenaires sociaux et de revoir sa copie. Je trouve d'abord que c'est une bonne nouvelle par rapport au modèle de société que l'on veut. Ensuite, je ne suis pas sûr que le gouvernement soit pas autiste comme il l'est depuis pas mal de temps. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'un débat comme celui-ci, qui pour moi est un débat extrêmement important, parce qu'il concerne aujourd'hui 6,5 millions de travailleurs en France, qui sont directement impactés par la question du travail dominical. Un débat de cette importance, dans notre société d'aujourd'hui, il peut être traité uniquement sous le micro-sujet de plan de campagne. Parce qu'à l'origine, la façon dont il était repris médiatiquement, c'était ça, c'était l'ouverture de plan de campagne et le discours de dire mais c'est normal quand même d'aller faire ses courses le dimanche parce que c'est le seul moment de libre qu'on a. Et on n'a pas réussi à montrer que c'était quelque chose d'abord qui correspondait à un choix de société et que c'était quelque chose qui touchait l'essentiel de la société à travers ces 6,5 millions de travailleurs. Donc je crois que cette table ronde, je développe, je fais des propositions, c'est vraiment la poursuite de notre réflexion et c'est comment on passe à l'acte sur cette ambition dont je parlais tout à l'heure, de dire il faut passer du modèle qui peut apparaître un peu marginal vers un modèle développement d'économie responsable. Comment je grandis. La région vient d'adopter un dispositif qui s'intitule CEDRE, on pourra en parler si vous le souhaitez au moment des débats pour le présenter, mais très clairement c'est la difficulté du passage à l'acte, comment je deviens plus grand, plus fort et comment je me décomplexe vis-à-vis de la société qui m'entoure. Alors la plupart de ceux qui sont intervenus n'ont pas l'air particulièrement complexés, on est rassurés, mais il n'empêche qu'on a ce sentiment d'être un peu les petits. Et donc je crois que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de montrer que non, le petit, il a raison et le gros a tort. Catherine. Merci Christophe Castaner pour cette introduction. Alors, pour éclairer les débats de cette table-là, on va bénéficier de 4 interventions témoins, 2 qui sont issues de tables citoyennes, une qui s'est déroulée ici dans le département à Saint-Auban, qui a réuni beaucoup de personnes. Morvan Menou va nous la présenter et qui a été initiée par le réseau local d'accompagnement dont on a déjà parlé quelques fois dans ce débat. Voilà, ça c'est une première table citoyenne. Une deuxième qui s'est déroulée à Grasse et donc la première a traité des défis de la création d'activités en économie sociale et solidaire. La deuxième table ronde, donc, qui s'est passée à Grasse, qui va nous être apportée par Pôle Azur Provence, Monsieur Piovesana, qui, elle, va nous parler des nouveaux indicateurs de richesse. On a un petit peu déjà évoqué cette dimension-là. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à proposer à aujourd'hui de différents en termes d'indicateurs de richesse? Et puis ensuite, on bénéficiera de 2 contributions, une d'ESIA sur les finances solidaires et les liens entre l'économie sociale et solidaire et les TPE. Donc on va essayer d'élargir effectivement nos propositions à l'économie un peu plus largement autour de nous et qu'on aimerait responsable. Et enfin, effectivement, on aura une entreprise qui vient d'obtenir le trophée RSE Aterdoc. Alors je ne sais pas où est l'intervenante, je l'ai pas resituée. Ah la voilà, elle s'est mise à la table ronde, c'est parfait. Voilà, on va pour démarrer ce plateau, ce temps d'échange, on va visionner une petite vidéo sur petite parce qu'elle est courte, sur une association de cirque adapté de Zimzam. Est-ce que Zimzam est dans la salle? Ne l'est pas. Donc on va juste profiter de ce visionnement.
l'association Zinusam. Elle a été créée en 2005 par Manuel Cerruti et Marc Guyot. Je suis un des fondateurs de l'association qui a vu le jour en novembre 2005. Et qui ont eu envie, à la suite d'un mémoire de recherche, de mettre en questionnement l'activité cirque pour des personnes en situation de handicap. Ça nous semblait intéressant de développer cette pratique dans un milieu qui accueille des gens à besoins spécifiques. En 2007, l'association a intégré la couveuse intermède, couveuse en économie sociale et solidaire. On était plein de petits projets sympathiques réunis dans un même endroit pour pouvoir un petit peu échanger et puis se soutenir dans le montage de projets. Donc ça a été un des moments forts de l'association qui a permis de construire l'association d'un point de vue administratif, d'un point de vue économique, d'un point de vue de la communication. Des dossiers de subvention, de la comptabilité, de la stratégie de développement, à se prendre quelques claques aussi au niveau de l'économie, parce qu'il y avait des bons intervenants qui remettaient un petit peu tout le monde en place et qui disaient l'associatif c'est pas que des valeurs à défendre, c'est aussi de l'économique, pour que justement les valeurs puissent être poursuivies par la suite. C'est ça qui a permis de vraiment de construire un modèle économique et un modèle associatif viable sur lequel l'association vit toujours. Et donc voilà, c'était un petit peu jongler, pas s'éloigner du projet même, le faire évoluer, tout en n'oubliant pas que voilà, il y a une base aussi économique si on veut être salarié un jour de sa propre activité. Pour nous, notre principale aide en termes de subvention, elle vient de la région, au travers du service solidarité et depuis 2 ans maintenant, le programme Créactive. Programme très important pour nous, qui s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et ce programme nous a permis non seulement de tous les 3 salariés de passer en contrat à durée indéterminée et de pérenniser au moins 2 postes, le 3e est en passe d'être pérennisé. Au début on était bénévole, après on a fait 2 ans de contrat aidé, contrat d'avenir. Moi je viens juste de sortir du CAE. On veut à terme, en tout cas nous, développer une activité pérenne, ça sera très difficile, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une activité économique, on ne pourra jamais être une entreprise. On ne pense pas en tout cas, si on l'est dans quelques années, on espère que le sens qu'on a mis dans l'association perdurera quand même, mais je pense que ça sera difficile de toute façon, donc il faut faire avec la réalité économique d'aujourd'hui. On peut y croire dans le sens où ce modèle économique, il a la capacité aussi de fédérer un petit peu d'autres associations et d'autres projets et d'autres initiatives en économie sociale et solidaire. Et que justement, on peut essayer de fédérer d'un point de vue économique et financier, peut-être mutualiser nos expériences pour qu'on continue tous à vivre. Donc c'est en ça aussi que je crois en ce modèle-là, c'est qu'il n'est pas un modèle individuel où chacun va essayer de s'en sortir. Le modèle de l'économie sociale et solidaire est fédérateur et peut vraiment être bénéfique pour tous. Le terme réussite, ce qu'on disait un petit peu, il est tout relatif. On est en permanence en re-questionnement de notre modèle économique, notre façon de travailler. L'association ne sera viable que quand notre modèle économique sera pérenne, et ce qui n'est pas encore le cas. Pour nous, en tout cas, c'est une réussite humaine, ça, il n'y a pas de souci. C'est un projet qui, au bout de 5 ans, a trouvé ses marques, autant auprès des subventionneurs, des aides, et autant auprès du public en situation de handicap et aussi le public institutionnel. La réussite, c'est on arrive à rebondir, on arrive à étendre aussi notre impact. Moi, je suis sur le département du 04, Alpes d'Haute-Provence, sur Fort-Calquier, où on développe pas mal aussi de projets. Bien, belle expérience et elle est locale, donc on devrait la croiser par chez nous prochainement. Alors, Morvan-Menou, boutique de gestion 04, représentant le réseau local d'accompagnement 04. Pour Christine, ça peut être une réponse.
Morvan, donc cette table citoyenne a réuni beaucoup de gens sur le 04 et quel type de réponse en termes de propositions de développement et d'élargissement à proposer? Oui, donc effectivement, c'était une trentaine de participants à peu près sur des activités très diversifiées, de l'éco-construction, mutualisation, de trésorerie interentreprises, des projets assez intéressants, une coopérative, des épiceries sociales et solidaires, etc. Ce qu'il en est ressorti, c'est en gros 3 propositions ou axes de développement. Le premier, c'est tout ce qui a trait à se faire connaître, à s'ouvrir auprès du grand public, notamment par rapport à des outils de communication, que ce soit des journaux ou l'utilisation de nouveaux médias. Se faire connaître également par l'intermédiaire d'événementiels, puisque les structures qui étaient présentes avaient réussi aussi parfois à partir de l'énergie bénévole à fédérer pas mal de gens autour d'événementiels et à se faire connaître par ce biais-là. Une possibilité aussi peut-être pour le secteur d'adopter une approche sectorielle, notamment par rapport à tout ce qui était le secteur sportif, qui touche beaucoup de grand public et qui serait peut-être un moyen aussi de se faire connaître plus largement. Un deuxième axe qui était de réinvestir le champ de l'éducation populaire, notamment celui de l'éducation. Pour donner deux exemples qui viendraient illustrer un petit peu ce propos, c'était essayer d'agir pour pouvoir réintroduire davantage de coopération à l'école, et puis pouvoir apporter à chacun un enseignement un peu global de l'économie. L'exemple qui avait été pris, qui était assez intéressant à mon sens, c'était celui du bulletin de paie. Les gens qui sortent des circuits de formation n'ont pas la connaissance de ce qui est inscrit sur leur bulletin de paie et de ce que ça peut engendrer en termes d'organisation et de solidarité. Et puis le dernier axe qui était ressorti aussi, c'était celui de rester sur l'économie sociale et solidaire, une économie qui est bien au service de l'homme, de l'être humain, je parle, et qui permet éventuellement de replacer aussi l'économie à sa juste place. L'économie comme un moyen de développement de la société. Et puis si je voulais faire un petit peu le lien par rapport à ce que disait David Eckel tout à l'heure sur les perspectives d'emploi à moyen terme, c'était aussi tout ce qui était lié à la quête de sens. C'est une économie qui a quand même à mettre en avant aussi ces aspects-là pour pouvoir attirer un certain nombre de salariés, puisqu'il y a aujourd'hui des gens qui sont en recherche de sens dans le travail, et donc c'est un atout qu'il faut sans doute valoriser, voilà, puisque ça permet de concilier et une activité professionnelle et une compatibilité éventuellement avec un engagement citoyen. Voilà un petit peu la synthèse. Merci beaucoup. Donc sur cette question du sens et de la création d'emplois et de la qualification, j'interpellerai volontiers Michel Faure, voilà, de la CRESPACA, sur le type de réponse qu'on peut envisager sur l'attractivité de ces emplois, par exemple. Alors, oui, il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais bien pouvoir intervenir suite à cette intervention et à cette table citoyenne qui a dû être très très riche, et je regrette de ne pas y avoir assisté, sur les relations entre l'économie sociale et l'éducation nationale. Ce sont des relations historiques. Il devrait pas y avoir de problème de relation entre l'éducation nationale et l'économie sociale. On partage souvent la même valeur d'éducation. Et en tout cas, avec les enseignants, il y a pas de problème. Le seul problème qui se pose, il est plutôt sur les programmes. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, dans les programmes de l'éducation nationale, on ne parle jamais de l'économie sociale et solidaire. Alors le chemin est long, le chemin est long, le rapprochement se fait, rien n'est jamais désespéré, et on est arrivé, à force, pas de harcèlement, mais en tout cas d'obstination, à signer une convention cadre avec le rectorat d'Aix-Marseille, qui permet, alors il reste très peu de latitude au recteur pour avoir de l'influence sur les programmes, mais dans le cadre des secondes économiques,
il y a une petite possibilité. Et donc le recteur a été d'accord pour qu'il y ait une initiation, en tout cas une sensibilisation au modèle de l'économie sociale et solidaire dans le programme des secondes économies de la région, en tout cas du rectorat. Ça, c'était la première chose qu'on avait demandé. La deuxième, c'était, alors ça c'était un peu nous ce qu'on proposait, c'était l'ouverture des entreprises de l'économie sociale aux enseignants. Et donc le recteur a été d'accord aussi pour faire en sorte qu'il y ait possibilité aux enseignants de pouvoir venir faire, pas des stages, mais au moins des découvertes et des sensibilisations dans les entreprises de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire. Et le troisième, bien entendu, c'est notre engagement, nous, de participer à des moments de sensibilisation des élèves sur ce sujet-là. À ce propos-là, pour y avoir participé, vous vous doutez, un certain nombre de fois, ce qui m'a toujours marqué, c'est que les jeunes connaissent l'économie sociale. Ils savent qu'il y a des associations, des mutuelles, ils en ont entendu parler chez eux, peut-être même des coopératives, souvent agricoles, mais des coopératives quand même. Par contre, ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a des emplois. C'est quand même assez particulier de penser que les choses existent, mais jamais ils se disent, oui, peut-être que s'il y a des emplois, je pourrais y travailler. Et je crois que c'est ça notre problème. C'est ça aujourd'hui notre enjeu, c'est de dire, il existe des emplois dans ces structures que vous aimez bien, vous les aimez bien, vous participez et vous êtes des bénéficiaires de ces structures-là, mais il existe des emplois. C'est une possibilité de pouvoir vivre et vivre bien dans le monde de l'économie sociale et solidaire. C'est pas des entreprises de pauvres, c'est des entreprises qui fonctionnent bien. Et je crois que ça, c'est un message qu'il faut faire passer aux jeunes parce qu'ils ont des difficultés par rapport à ça. Sur l'emploi quand même, sur l'emploi je pense que c'est quand même si on dit qu'aujourd'hui 155 000 emplois dans la région PACA c'est bien, qu'on a un taux de progression de l'emploi plus élevé que le secteur marchand, je pense que c'est pas encore suffisant et qu'il faut qu'on se dise que la meilleure façon de défendre et comme ça, non, je croyais qu'on m'avait coupé. Que la meilleure façon de défendre nos valeurs, c'est de montrer que nos entreprises fonctionnent et fonctionnent bien, et qu'il y a véritablement des entreprises dont on peut être fier. Et alors, je voudrais partager ce slogan du mouvement coopératif qui dit « La démocratie nous réussit ». Et je crois qu'effectivement, on peut parler de réussite des entreprises de l'économie sociale, et je pense que c'est la démocratie qui y fait beaucoup. Merci. Donc sur cette idée de développer l'attractivité des emplois dans notre économie sociale et solidaire, cette deuxième table ronde, en fait, s'est intéressée à de nouveaux indicateurs de richesse et en particulier sur un territoire. Donc les rapports entre le politique et le citoyen à travers cette table. Jean-François Piovenzana, décidément j'y arriverai pas. Est-ce que vous pouvez, en 2 mots, nous présenter quand même Pôle Azur Provence et puis cette table citoyenne? Oui, merci. Pôle Azur Provence, c'est une intercommunalité qui se situe autour de Grasse, de la commune de Grasse, et qui en fait est associée à 2 autres intercommunalités sur le haut pays grassois, que sont les communes de Terre-de-Sienne et des Monts d'Azur, qui sont en territoire de montagne jusqu'à Saint-Auban. Donc on représente toute cette arrière-pays derrière Cannes et qui monte jusqu'à la montagne. Et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire sur ce territoire-là, c'est un modèle de développement alternatif depuis très nombreuses années, avec une commune particulièrement en pointe sur ces questions-là, et puis un haut pays grassois qui tire sa richesse quasiment exclusivement du modèle de l'économie sociale et solidaire, puisque les principales entreprises de ce secteur-là sont issues de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc le Pôle Azur Provence organise depuis de nombreuses années un forum de l'emploi, et cette année a organisé une semaine complète de l'emploi, une semaine complète qui s'est intéressée en soirée de clôture à la question des nouveaux indicateurs de richesse. Et lorsque David a présenté et a évalué un petit peu le poids de l'économie sociale et solidaire en région PACA, on s'est aperçu qu'il y avait 3 types d'indicateurs. Le premier indicateur qui était de nature économique, et celui qu'on est allé chercher, c'est le produit intérieur brut. Le deuxième indicateur, c'est la question des ressources humaines qui sont dans le secteur de l'économie. Et la troisième, c'était la question de l'ingénierie sociale. Sur le premier indicateur, qui est celui du PIB, eh bien, on découvre que la catastrophe du Japon, elle va certainement contribuer à augmenter le PIB lui-même du Japon. Et je crois qu'on nage complètement dans l'incohérence à ce niveau-là. Et donc, c'est peut-être de rechercher d'autres formes d'évaluation de la richesse sur les territoires.
Ça, c'est le premier élément sur lequel on a essayé de s'intéresser. Le deuxième, j'ai entendu parler tout à l'heure de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et on essaie de s'interroger complètement sur ce modèle-là d'approche avec les entreprises. Et on a découvert l'autre soir plutôt que de parler de direction des ressources humaines, c'est de parler de direction humaine des ressources. Et donc d'essayer de contribuer dans ce sens-là sur le territoire à une autre forme d'approche dans la question de l'emploi dans les entreprises. Voilà, ça c'était le deuxième élément qui était apporté. Et le troisième, effectivement, nous sommes un secteur, enfin le secteur de l'économie sociale et solidaire, nous parce que j'en suis issu, désolé. Voilà, donc depuis pas très longtemps dans les collectivités territoriales, mais dans cette dimension d'ingénierie sociale, d'ingénierie de projet, on s'aperçoit qu'on peut être porteur effectivement de sens. Ce territoire, cette commune de Moinsartou, elle gère l'ensemble de ses ressources en régie des eaux, régie de transport. Globalement, tout est géré en régie, dont la dernière née, c'est une régie agricole qui conduit à avoir recruté une agricultrice et à exploiter, en tout du moins à cultiver pour pouvoir alimenter l'ensemble des écoles de la collectivité en produits de la régie agricole. Voilà, donc effectivement, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de promouvoir un modèle et une recherche d'autres formes d'indicateurs d'appréciation de l'utilité de l'économie sociale et solidaire sur nos territoires. Donc à ce titre-là, on essaie de construire des toutes petites grilles d'appréciation pour proposer aux élus le dialogue autour de ces questions d'appréciation de l'investissement des collectivités territoriales dans l'économie sociale et solidaire. Merci. Donc sur cette question de l'évaluation, Monsieur Colombe, je vous interpellerai volontiers. Vous nous disiez, est-ce une économie à part entière ou une économie entièrement à part ? Donc la possible coopération partenariale dans cette économie, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors je vais surtout en premier me présenter. Donc Jean-Paul Colombe, vice-président de l'association Entrepreneurs et Associés, qui gère à Marseille 2 pépinières d'entreprises, l'une d'économie marchande d'Espace Liberté et l'autre de l'économie sociale et de Sort 13. Alors, dans le droit fil de ce que disait l'orateur précédent, je crois que dans ce qui lie des acteurs institutionnels et des opérateurs associatifs pour ce qui nous concerne, au travers des politiques publiques qui sont mises en œuvre, et là on est dans le champ de l'économie et de l'emploi. Je ne parlais pas des autres champs, mais ça vaudrait pour. C'est la question de l'évaluation qui est posée. Comment sort-on de l'arbitraire et comment construit-on des politiques d'évaluation là où on n'est pas très fort en France, et c'est pas que le problème de la région PACA, car lorsqu'on parle d'évaluation, on pense souvent quantitatif, et encore faut-il qu'il y ait des analyses derrière, et on ne parle surtout pas de qualitatif au prétexte qu'on ne pourrait pas évaluer. Donc ça pose trois questions. D'une part, qu'est-ce qu'on évalue ? Et ça, c'est dans une construction entre le commanditaire et le prestataire, car on est dans une relation client-fournisseur avec une mission effectivement qui rentre dans le cadre par délégation de la mise en œuvre d'une politique publique, si je prends notre cas. La deuxième question qui se pose, c'est pourquoi évaluer ? À quoi ça sert ? Et la troisième question, c'est comment évaluer ? C'est-à-dire, et ça revient sur la question des indicateurs. Donc il est à la fois question de méthode et d'outils au service du développement d'une politique et d'une politique d'action, et que ça devrait nous permettre trois choses. D'une part, agir sur une notion sur laquelle on est très frileux encore de culture d'objectifs, et une seconde notion de culture de résultat, même si on n'est pas dans un monde capitalistique, et j'ai bien compris, je ne me trompe pas de cible, hein. Ce qui veut dire, en dernier point, et c'est ce que nous avons évoqué ce matin, que ça passe là aussi par l'accompagnement en termes de professionnalisation. Mais qu'il me semble, et là je m'adresse directement à l'institution qui nous accueille, à Christophe Castaner, ce qui me semble est une garantie pour la collectivité publique de l'engagement des sommes qui sont attribuées pour
pour mener un certain nombre d'axes politiques, que ce soit dans le cadre de leur champ de compétences ou sur des politiques volontaristes. Et c'est dans le même temps qualifier, y compris les opérateurs. Et vous le disiez tout à l'heure, moi je vais au-delà en disant bâtissons un partenariat. Alors avant de m'arrêter, je ne résisterai pas à vous faire partager une pensée d'un philosophe italien qui s'appelle Giambattista Vico, qui dit ce que l'on prend pour des obstacles ne sont en réalité que des opportunités. Merci. Je voudrais bien dans le même temps interpeller Intermed sur la question, on en entendait parler par Zimzam en termes de développement d'un projet avant qu'il ne devienne une activité. La dimension partenariale, comment vous l'évaluez ou comment vous l'appréciez dans une couveuse comme Intermed? Alors, d'abord, il y a un métier qui est l'accompagnement à la création d'entreprise. Enfin, ils l'ont un peu dit assez directement, avec des choses assez sympas, puis il y a des choses assez dures à entendre pour développer une activité économique. Après, moi, ce qui nous intéresse, au-delà de l'exercice de ce métier-là, que beaucoup d'autres font, c'est de voir comment permettre, en tout cas, l'émergence et le développement d'activités dédiées à l'économie sociale et solidaire, qui prend en considération bon nombre de choses qui sont pas prises en compte dans d'autres structures d'accompagnement direct, qui accompagnent pas de projets dédiés à l'économie sociale et solidaire, comme la gouvernance et autres. Nous, ce qui nous semblait intéressant, c'était de voir en tout cas la démarche partenariale, dans le sens où un entrepreneur qui vient dans le cadre de la couveuse se faire accompagner, effectivement, il veut développer une activité économique, mais il veut donner aussi du sens à son projet et du sens à la société dans laquelle il a souhaité intervenir. Donc cette démarche-là, nous, on a essayé de la mettre en œuvre dans le sens où on veut créer de la dynamique collective, et c'est ce qu'on met en œuvre, en tout cas, dans de véritables espaces de coopération entre acteurs, ce qui nous semble vraiment fondamental. On connaît la question de l'isolement du créateur d'entreprise. On connaît en tout cas, notamment en région PACA, la difficulté pour des entrepreneurs de continuer une activité, de la développer après 3 ans. Nous, notre démarche, c'est de se dire, collectivement, qu'est-ce qu'on peut développer ensemble, qu'est-ce qu'on peut partager. Donc cette lutte contre l'isolement du créateur d'entreprise, créer des espaces d'échange, d'expérience, d'échange d'outils, d'échange de formation, et surtout partager le sens qu'on donne à notre création d'entreprise. Et ça, c'est cet esprit un peu de propagation qu'on espère au-delà de la couveuse. Donc c'est vraiment au-delà d'un métier qui est l'accompagnement, c'est développer vraiment de véritables espaces de coopération qui puissent permettre à des personnes et à des entreprises de se développer le plus sereinement possible, et surtout avec le plus de sens possible. Ok, merci. Donc un autre mode de collaboration inter-entreprise. Esia, quelle contribution, quelle proposition du côté de la finance, par exemple? Bonjour et merci. Alors, juste en 2 mots, vous expliquer ce qui quand même fait le fil conducteur de l'intervention de France Active, du réseau France Active et d'Esia, donc 20 ans pour France Active et une dizaine d'années pour Esia. C'est partir du principe que personne n'est inemployable, et qui a priori pour nous 2 voies de retour à l'emploi, qui sont d'une part la création d'entreprise, et d'autre part l'existence de structures collectives d'insertion qui permettent de recruter les personnes les plus en difficulté. Alors, il faut toujours avoir un regard critique sur ce qu'on fait, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui pour justement réfléchir aux propositions. Qu'avons-nous fait depuis 20 ans dans le cadre des projets du champ de l'économie sociale? Nous avons essayé de réconcilier en fait ces entreprises avec le secteur bancaire, justement, à savoir que nous avons mis en place des outils financiers permettant de financer correctement les projets d'investissement de ces structures, au lieu que ces projets ne soient financés exclusivement par de la trésorerie et du court terme. En revanche, ce que nous avons réussi à faire aussi, c'est permettre, pour, j'espère, une majorité d'entre elles, de consolider leurs emplois. Mais ce que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui, c'est à leur assurer un développement pérenne, d'accord, et à leur permettre d'avoir une meilleure rentabilité pour pouvoir constituer des fonds propres qui sont les seuls moyens possibles pour assurer un développement qui soit pérenne. Ça, c'est le premier élément.
Sur la création d'entreprises par les personnes en difficulté, là aussi, il faut prendre garde, même si il est un moyen de la création de très petites entreprises est un moyen de retour à l'emploi intéressant pour beaucoup de chômeurs, et notamment 40% de femmes. Il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on fait, parce qu'on est en train, si on n'y prend pas garde, de mettre sur le marché du travail des futurs bataillons de travailleurs pauvres. Il y a des solutions, je pense, pour éviter ça, mais je pense que nous négligeons, pour des questions de moyens, pour des questions aussi de construction des politiques publiques sur ces questions-là, nous négligeons la question du premier développement des très petites entreprises. Et compte tenu de leur taille, ce sont peut-être les seuls aujourd'hui qui ont une capacité à recruter des emplois et qui en plus pourraient être sensibilisés aux valeurs de l'économie sociale, parce qu'à leur tour, elles ont bénéficié à un moment donné de la solidarité nationale au travers de tous les dispositifs que nous mettons en place et que nous gérons. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et je termine là-dessus parce que je sais que je suis pris par le temps. Nous sommes tous pris par le temps. Alors d'abord, sur la question des projets collectifs et, je veux dire, de l'entrepreneuriat social, je pense qu'effectivement, il faut se rapprocher de l'éducation. On a commencé à le faire, alors nous, on l'a fait avec l'école de commerce de Marseille. Il y a une chaire qui s'est créée récemment au bénéfice du rapprochement entre deux grandes institutions de retraite, qui a permis la création d'une chaire économie sociale à l'école de commerce de Marseille. C'était intéressant, parce qu'on manque d'entrepreneurs sociaux, et on manque d'entrepreneurs sociaux parce que c'est pas la culture aujourd'hui des étudiants, notamment dans les écoles de commerce, et ça commence à changer. Donc il faut susciter et former des entrepreneurs sociaux, ça c'est clair. Bien sûr, continuer à financer les structures qu'on finance et à les accompagner, à les aider à se former. Mais il faut aussi travailler sur le développement qualitatif des très petites entreprises, et notamment leur faciliter l'accès aux fonds propres, aux premiers fonds propres. Et ça peut être 100 000 euros, 150 000 euros qui peuvent vraiment être un déclencheur pour recruter des emplois pérennes dans ces entreprises. Et la dernière chose qu'on peut faire, de mon point de vue, qui est utile mais qui n'est pas évidente. Tout à l'heure, Yannick Gallien disait critiquer, à juste titre, sur la forme, l'agrément entreprise solidaire, mais il a quand même le mérite d'exister. Et c'est vrai qu'on est convaincu que de nombreuses entreprises de petite taille ou de taille moyenne sont susceptibles de partager les valeurs de l'économie sociale sans pour autant aujourd'hui être ni associatives ni coopératives. Le problème, c'est de les trouver et d'objectiver les raisons pour lesquelles on va considérer, pour éviter de faire n'importe quoi, que ces structures relèvent du champ de nos valeurs. Et pour ça, c'est vrai que l'agrément entreprise solidaire, quand je dis qu'il a le mérite d'exister, c'est que si aujourd'hui il est critiqué, c'est parce qu'il n'est pas suivi, parce qu'il n'est pas évalué, parce qu'on se contente effectivement d'avoir une demande effectuée par les entreprises pour accorder cet agrément et qu'on ne va pas plus loin. Et ce qu'on propose de faire, c'est de passer de véritables contrats avec les entreprises qu'on accompagnerait et qu'on financerait, un contrat de progrès, quoi, si je puis dire, avec des critères d'évaluation et, le cas échéant, des sanctions si le respect de certaines règles ne sont pas respectées. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut essayer de faire concrètement. Je pourrais en parler toute la soirée, mais nous n'avons pas le temps. Peut-être lors du débat général à la fin. On a vu donc les aspects formation, les aspects finance. Est-ce que éventuellement on aurait un petit aperçu sur le législatif ? Qu'est-ce qu'on peut proposer au niveau législatif ? Qu'est-ce qu'on aurait, nous, l'économie sociale et solidaire, à dire pour élargir notre surface ? Laurent Dautesserre, je suis directeur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Sur le plan législatif, aujourd'hui, en France, il n'y a pas grand-chose, voire rien. Et c'est justement le sens de la proposition, puisqu'on est au moment de la proposition, que je voulais vous soumettre. Christophe Castaner, en introduisant ses propos, disait populariser l'économie sociale, et Christian Caraballo, à l'instant, parlait des pratiques, des bonnes pratiques qu'on peut retrouver dans les entreprises, et on a aussi parlé des questions de l'évaluation. Mais ces pratiques, finalement, on est sur le registre du droit que l'on peut qualifier de mou, c'est-à-dire pas réglementé, à l'appréciation. Tout le monde a évoqué les problèmes d'évaluation, les critères d'évaluation. Il y a des personnes qui travaillent un peu partout en France sur des projets de labels, les labels
TerDoc en sait quelque chose. Je crois que son bas de page est rempli de labels, pour l'évoquer tout à l'heure. Je voudrais proposer qu'on ait une loi sur l'économie sociale. Il y en a une en Espagne qui est passée il y a quelques mois. L'Espagne a sa loi sur l'économie sociale. Je souhaiterais qu'en France, il y ait un débat parlementaire, que le Parlement se saisisse de la question et propose une loi sur l'économie sociale pour reconnaître enfin ces pratiques et du coup continuer le débat sur les outils d'évaluation, sur les critères qu'on y mettrait. Et ça permettrait aussi d'envisager une économie sociale et solidaire moderne ou modernisée par rapport à ces questions d'élargissement que finalement souhaitons-nous valoriser, en quoi nous reconnaissons-nous dans les pratiques et dans nos agissements au quotidien. Merci. On va laisser la part belle à Emmanuel Bertin de TerDoc. Bonjour. Donc TerDoc vient de recevoir le trophée PME, prix PME, c'est ça, de la RSE. Oui, donc merci de nous présenter TerDoc. Et puis ce trophée, pour vous, il représente quelle qualité particulière de cette entreprise ? Alors TerDoc d'abord est une entreprise locale puisqu'on est implanté à Villeneuve à 15 km de Forcalquier. On emploie aujourd'hui 80 salariés pour un chiffre d'affaires d'à peu près 8 millions d'euros en 2009-2010. D'abord, je voulais dire que j'ai trouvé que les échanges étaient très riches cet après-midi et que ça faisait du bien de sentir de l'humain et autre chose que de l'aspect économique dans les discours et qu'effectivement TerDoc a été récompensé pour notre engagement dans différents thèmes chers à la RSE. Concrètement, surtout en quoi ça se traduit, parce que je pense que le principal, c'est quand même les actions et pas seulement le trophée, parce que des trophées, on en a déjà eu pas mal. Effectivement, ça motive pour continuer, mais c'est pas l'objectif. Nous, TerDoc, donc, on utilise un certain nombre de matières premières issues du commerce équitable, simplement parce que on produit donc des cosmétiques bio issus de pays du Sud principalement. Donc avec des matières premières issues par exemple d'Afrique au niveau du beurre de karité. Effectivement, on pourrait acheter du beurre de karité à un fournisseur en France. On a fait le choix de partager les richesses et d'aller au plus près des populations locales, soit par l'intermédiaire d'ONG, soit par l'intermédiaire de coopératives, pour faire l'achat de nos matières premières, donc en beurre de karité, en huile d'argan au Maroc, avec une coopérative de femmes berbères, au Vietnam également pour tout ce qui est produits de senteur, puisque c'est notre deuxième grand domaine d'activité, où là on travaille avec une ONG Vietnam Plus qui est implantée dans les régions les plus pauvres du Vietnam, pour vous donner une idée, où les personnes gagnent environ 1 euro par jour, alors que ça c'est le prix qu'on paye aujourd'hui pour notre pain. Donc pour nous, c'était important, étant donné qu'on a besoin de ces matières, de partager les richesses avec les gens qui ont le savoir-faire, qui ont des rituels de beauté, et partager ce savoir-faire, et également l'aspect économique. Concrètement, comment ça se met en place ? Bien sûr, il y a un contrat commercial où nous, on s'engage sur des minimums de commandes, sur un paiement à l'avance des commandes et sur une juste rémunération, c'est-à-dire bien au-delà du prix du marché. Donc ça, c'est pour les matières équitables. Sur l'aspect accompagnement, on a mis en place récemment une charte partenariale qui permet de les accompagner soit pour monter des ateliers afin de diversifier leur activité. Donc c'est vrai que peut-être qu'à l'échelle de la France, on pèse pas lourd au niveau de nos fournisseurs actuellement, mais on se rend compte qu'il y a pour ces fournisseurs, parce que quelque part c'est quand même des fournisseurs, pour ces partenaires-là, que ce soit au Vietnam ou aux coopératives d'Argan, ils ont aujourd'hui besoin de nous pour vivre, et donc on essaie de diversifier aussi leur activité en montant des ateliers. Par exemple au Vietnam, on a commencé par l'encens, aujourd'hui on est sur des ateliers de rotin et de bambou. Voilà, on essaie de diversifier un petit peu l'activité. Aujourd'hui au Vietnam, ça représente à peu près 300 personnes qui travaillent à temps plein pour les produits de TerDoc. Voilà, donc ça passe par un contrat charte partenariale où il y a des engagements à la fois économiques, bien sûr sur l'aspect paiement des commandes, un aspect accompagnement donc technique sur le montage des ateliers, sur le financement de machines, que ce soit des machines à coudre, que ce soit
que ce soit aider aussi à la reconstruction de ponts, parce que les enfants sont obligés de faire 5 ou 10 kilomètres pour contourner une rivière pour aller à l'école. Et puis ça va aussi dans un accompagnement financier, notamment à travers le financement de bourses scolaires, parce qu'on s'aperçoit qu'au Vietnam, si on veut maintenir la scolarité des enfants le plus longtemps possible, puisque normalement les conventions veulent que les enfants aillent à l'école jusqu'à 15 ans, on se doit de limiter le travail des enfants au maximum, c'est-à-dire à des petits travaux simples si vraiment nécessaire en termes d'aide pour la famille, mais il faut absolument donner du travail aux parents, et puis financer les bourses scolaires qui coûtent aujourd'hui 20 € par an et par enfant, donc ça représente un budget énorme pour eux. Voilà, donc ça c'est au niveau commerce équitable. Je pourrais vous donner pas mal d'exemples au Maroc également. En termes plus local, sur notre RSE, l'engagement, ça passe sur le maintien d'un certain nombre de postes d'handicapés. Aujourd'hui, Terdoc a un effectif de 12% d'handicapés, 8% en interne et 4% à travers le travail des CAT, les centres d'aide par le travail, essentiellement sur le 04. Ça passe par un plan d'action au niveau du travail des seniors, puisqu'on a à peu près 14% de personnes seniors. Aussi, on s'adapte aussi aux besoins de temps partiel, puisque tous les personnes qui souhaitent travailler à temps partiel à Terdoc travaillent à temps partiel aujourd'hui. Voilà, il y a un tas d'actions comme ça. Après, il y a les avantages sociaux d'une entreprise, comme les participations aux bénéfices, les mutuelles d'entreprise. Voilà, donc on peut effectivement travailler dans une entreprise qui crée de la richesse en ayant une valeur humaine derrière. Et moi, en tant que salarié de Terdoc, je suis assez fière de travailler dans cette entreprise parce qu'il y a une valeur qui va au-delà de la simple valeur économique et voilà, il y a possibilité de vivre et de créer de la richesse et de partager. Bon, peut-être qu'effectivement on a à la fin de l'année un chiffre d'affaires, un bénéfice en tout cas moindre, avec peut-être une participation des salariés à Terdoc moindre, mais il y a une valeur humaine qui fait que on s'en accommode largement. Merci de ce témoignage. On retrouve le sens qu'on avait entendu très demandé dans la première table ronde. Alors, y a-t-il des questions dans la salle à nos intervenants? Oui. Oui, bonjour, Myriam Carbonard. Je participe au sein de l'association Regain à un projet de création d'une cité de la consommation responsable à Marseille, dont une partie des acteurs sont présents. Donc, le sens de mon intervention, c'est d'insister sur la nécessité de changement d'échelle, tout en gardant la même finalité, qui est de permettre le développement économique des acteurs qui sont engagés sur le champ de la consommation responsable, mais en ayant comme objectif l'utilité sociale. Donc ce projet est déjà bien avancé. Toutes les têtes de réseau font partie du comité de pilotage et on se retrouve à l'intersection de toutes les questions qui sont posées ici sur la gouvernance à l'intérieur de cet espace, puisque on prévoit de regrouper dans un même lieu une trentaine d'acteurs qui sont engagés sur le champ de la consommation responsable dans tous les secteurs, c'est-à-dire depuis le bien-être jusqu'à l'alimentaire, jusqu'à l'univers de la maison, tout ça, pour déjà montrer aux citoyens consommateurs tout ce qui existe dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui l'offre est dispersée, en particulier en milieu urbain, et également toutes les questions de gouvernance, donc qui peut être résident, qui ne l'est pas, comment on organise la coopération aussi entre petits et gros acteurs, quel lien on a avec le capitalisme justement, est-ce que le capital, on peut le mettre au service du projet. Voilà, donc je voulais juste partager et dire que même dans la construction du projet à toutes les étapes, le choix des partenaires n'est pas neutre. Merci. Merci. Une autre question, contribution, intervention, quelconque? Peut-être si vous voulez passer le micro derrière vous, ça sera le plus simple. Ensuite Henri, au niveau des internautes, il y a des questions ou pas? Bon, il n'y a plus personne, les internautes sont partis.
Alors, Nassera Benoudjit, je suis la coordinatrice de projet au sein de la Maison des économies solidaires. Je voulais juste compléter par rapport à ce que vous disiez sur l'inscription d'un programme économie sociale et solidaire donc auprès des scolaires. Donc nous, on est sur une technopole, une des plus grandes technopoles, Sophia Antipolis, 44 000 emplois, des centaines d'entreprises de recherche et de développement autour de tout ce qui est services et produits de haute technologie. Le CERAM, donc le schéma qui développe notamment le master développement durable depuis presque 10 ans. Donc ça commence un petit peu à dater. Ça crée, il y a de la formation de ce que moi j'appelle les décideurs de demain, ou les gérants de demain, ou les parents de demain. On travaille sur des semaines et des quinzaines thématiques qu'on inscrit dans le programme scolaire. Les journées de l'environnement, la quinzaine du commerce équitable, la semaine de réduction des déchets. En ce moment, tout un programme qu'on a construit autour de la semaine de développement durable, en passant par un centre d'animation régional en matériaux avancés. Vous me direz qu'est-ce qu'une structure d'économie sociale et solidaire va faire auprès d'une structure qui travaille sur les matériaux. Il y a une dizaine d'années en arrière, quand on parlait d'économie sociale et solidaire au sein de ces structures, les gens avaient l'impression qu'on parlait, pour moi du moins, en arabe ou chinois. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent notre démarche et posent acte avec nous, notamment à travers l'éco-conception, à travers la RSE. On a fait le choix, on a eu 10 ans tournés sur un quartier où il a fallu inciter à la consommation citoyenne, aux initiatives solidaires et tout le reste. Aujourd'hui, on a fait le choix de nous implanter au cœur de la technopole. On mutualise avec des entreprises avec lesquelles on n'avait pas de socle commun il y a quelques années. Et aujourd'hui, on mutualise. Ils utilisent, notamment pour la semaine de développement durable et pour une conférence autour de l'éco-conception et de l'innovation, des outils qui ont été construits par des associations de l'économie sociale et solidaire. Donc, le chemin est peut-être long. Ce temps-là est peut-être... mais c'est un temps qui a été utile et nécessaire pour construire des choses ensemble. Juste sur la solidarité internationale, parce que j'y tiens, on a été financé par la région pour travailler sur un programme d'économie sociale et solidaire par l'entrée coopération décentralisée, notamment sur un projet de commerce équitable. J'avais fait partie d'une première délégation qui avait été au Maroc. Ce qui est surprenant quand on y va en général, on a l'impression de porter dans nos mallettes tout le savoir et savoir-faire dans ces pays du Sud. Et on a été surpris de voir qu'au niveau des ministères, notamment le ministère de l'artisanat, une direction de l'économie sociale et solidaire. Donc vous voyez, le nord-sud, sud-nord, on a aussi tout un travail d'échange de pratiques et de bonnes pratiques à essaimer aussi et à encourager. Voilà. Merci de ce témoignage. Henri Etcheverry, comme je te connais, je me permets de te dire vraiment 2 mots. Ça va être exactement ça, puisque ça va être en fait en forme de publicité. Donc c'est très rapide. On a évoqué beaucoup... Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, Henri Etcheverry, donc Ligue de l'enseignement des Alpes de Haute-Provence. La Ligue de l'enseignement co-anime avec Sport Objectif Plus le réseau local d'accompagnement dont on a beaucoup parlé. L'éducation populaire, c'est évidemment un lien étroit avec l'économie sociale et solidaire, mais je voulais vous parler d'autre chose. Au titre de la Ligue de l'enseignement, je suis également membre d'un conseil de développement, le conseil de développement du Pays d'Innois, dont je suis président. Et on a vu l'interaction profonde qu'il y avait entre les projets d'économie sociale et solidaire et les territoires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Par exemple, sur le Pays d'Innois, c'est 26% de l'emploi privé qui est de l'emploi de l'économie sociale et solidaire. 15% de l'emploi total. Donc le Conseil de développement du Pays d'Innois est très fortement orienté vers l'économie sociale et solidaire et le développement de cette économie. Alors pourquoi je disais une petite pub ? C'est parce que
ces territoires, ils vont bouger. Il y a une réforme territoriale qui est en cours. Est-ce que vous le savez? Est-ce que les citoyens sont informés du contenu de cette réforme territoriale? Nous, on pense que non. Et c'est pourquoi l'association qui pilote ou qui regroupe les conseils de développement en PACA avec le soutien de la région a organisé une série de séminaires itinérants pour informer les élus et les citoyens sur les contenus, les enjeux de cette réforme territoriale. Dans le 04, c'est le 14 avril prochain à Digne, à l'IUT de Digne, à partir de 14h30. J'ai déposé des petits papiers sur la table à l'entrée, des invitations. Vous êtes les bienvenus. Il faut s'emparer de cette question. C'est primordial pour l'avenir de nos territoires et pour le développement de notre économie. Merci beaucoup de cette information, Henri. Une intervention rapidement, juste pour faire un lien entre la première table sur Indignez-vous et puis ce que j'ai entendu sur les finances. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau associatif, on n'a pas forcément toujours le droit de faire un des excédents et pas non plus de faire des provisions pour fonds propres. Ça, c'est la loi 2002. C'est-à-dire que quand vous êtes un CHRS ou un service d'aide à domicile, par exemple, on l'interdit puisque c'est une recette en atténuation. Donc, difficile de faire de l'économie dans ce cadre-là. Et puis, je profite vite du micro parce que mes partenaires que j'ai rencontrés dans les autres tables rondes m'ont demandé une chose en termes de parole. Ils m'ont dit, ben voilà, si on se voit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se voit là, on s'oublie, on rentre chez soi, on se retrouvera peut-être au Palais Brognard, on se retrouvera en 2012, enfin j'espère, on sera tous en 2012 pour bien voter cette fois-ci. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à échanger? Comment ça se fait qu'on ne sort pas de cette salle en ayant 10, 15, 20 cartes de visite avec la promesse de se revoir? Si on ne se revoit pas, si on n'est pas capable, nous, tout de suite, de se connaître et d'échanger, alors je pense qu'on a raté quelque chose. Merci. Je viens de gagner beaucoup de crédit de temps, donc toutes les questions, interventions, préconisations sont bienvenues. Donc allez-y. Oui. Pourquoi tu as gagné du crédit de temps? Parce que je l'ai obtenu. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a échu. Voilà. On a fait une petite modification de l'organisation, si j'ai bien compris. Et là, on ouvre le débat. C'est ça. On ouvre le débat général, issu des 3 tables. Et voilà. Et à l'inverse de faire la synthèse de Bruno Lanier après ces échanges, avant le débat, il nous fera la synthèse après le débat. Donc voilà, vous êtes bienvenus sur toutes vos interventions. J'ai un micro sauvage. Oui, non. J'ai un micro sauvage, je peux? Oui. C'est juste en réponse par rapport, cher ami, néanmoins collègue, oserais-je dire camarade, mais il n'écoute pas, monsieur. Bon, celui qui vient d'intervenir, que faisons-nous? Comment nous quittons-nous? Voilà. Non, je fais une réponse qui est une vision personnelle. Par rapport à ce que vous avez dit, qui est complètement judicieux, on sait que la meilleure des choses après l'indignation, c'est la construction. Et pour construire, il faut se rassembler. Rassemblons-nous. Que faisons-nous à la sortie de cette salle? Avez-vous dit ou as-tu dit? Voilà. Mais moi, j'ai 2 réponses. Il y a aussi des organismes qui existent, qui ont été organisateurs de ces journées. On n'est pas toujours obligé de s'encarter, entre guillemets, ça c'est vrai, mais on garde aussi une liberté de parole au sein de l'APEAS, qui a été un des organisateurs phares de cette journée, et 2 de la CRES, qui est aussi co-organisatrice. Ces 2 structures, peut-être y en a-t-il d'autres, sur le plan de la région, fédèrent quand même toutes les énergies, les dynamiques sociales et solidaires. Alors peut-être qu'elles peuvent paraître de l'extérieur figées. Je vous dis simplement, venez taper à la porte et nous, on doit être capable de vous recevoir, ou en tout cas de faire en sorte qu'ensemble nous grandissons pour aller plus loin dans la construction. Ouais, merci, c'est effectivement une vraie proposition. Christine, un point sur la mauvaise réputation des associations. C'est effectivement le problème de gouvernance. On connaît tous des associations fantômes, on va dire. Donc, et de démocratie, pas vraiment réelle, non, y compris dans l'ESS. Alors, j'ai tenté quelque chose dans mon association qui va être, à mon avis, un petit peu bizarre, mais on va tenter quand même. C'est que chaque membre peut faire partie du CA. Et là, chaque membre qui ne le souhaite pas doit l'écrire, mais logiquement, dans l'association, chaque membre fera partie du CA. Les CA seront aussi nombreux que possible, avec décision par consensus, ça va être le pagaille. Mais je vais tenter l'expérience, voilà, parce que je crois que chaque membre est décisionnaire. Il ne doit pas être représenté par un président, un trésorier. On va tenter l'expérience. Merci. D'accord, merci. Oui. Ouais. Oui, pour répondre aussi à ce monsieur, décidément il est bavard. Hein. Je suis là.
à gauche. Non, sur la partie création monétaire et innovation sociale, en fait, on souhaite continuer la table citoyenne qui aura lieu en fait pour justement rédiger nos cahiers, finaliser nos cahiers d'espérance. La réunion aura lieu le 27 avril à l'APAS. Voilà, pour ceux qui ont envie, venez me voir. Sinon, c'est donc Pascal Hennequin ou via l'APAS. Les portes sont ouvertes pour continuer d'échanger et puis surtout arriver à mettre en place des systèmes d'échange entre nous et ouverts aussi sur le public. Voilà la petite annonce et on se retrouvera avant Paris, j'espère, du coup. Oui, Tristan Klein. Oui, Tristan Klein, donc pile 04. J'avais une question pour la personne du pôle Azur. Donc je connais un peu la dynamique de M. Aschieri sur son territoire communal, et on voit bien donc ce que vous déployez avec une entrée un peu particulière, qui est la mise en régie, je dirais, d'un certain nombre de secteurs qu'on peut rattacher à l'intérêt général ou bien commun. Donc dans l'économie sociale et solidaire, on parle beaucoup de dynamique publique-privée, mais dans un sens de co-construction et de participation citoyenne. Comment est-ce que on arrive à entrer dans cette co-garantie entre guillemets de la gestion du bien commun et de ces questions par rapport à une mise en régie où globalement on dépend là de la volonté communale dont on sait qu'elle peut changer avec les municipalités, et comment est-ce que vous gérez ça? On essaye beaucoup d'être dans un schéma participatif sur le territoire, et on essaye beaucoup d'être dans ce qu'on appelle un groupe des acteurs du territoire qui regroupe effectivement le public et le privé très régulièrement et qui essaye de co-construire les réponses à apporter dans ce domaine-là. Donc on travaille beaucoup, j'en ai peu parlé, mais avec le secteur économique, par exemple, classique, le pôle PASS, le pôle Arôme Senteur Saveur, qui agit sur notre territoire. Et par exemple, si on prend le domaine agricole, on était toujours sur un modèle agricole qui se voulait autour de l'agriculture maraîchère ou de l'agriculture vivrière. Or, on est dans un territoire où la culture de la fleur est historiquement importante et elle avait quasiment disparu, on va dire. Depuis 1 an et demi, il y a un vrai projet avec les industriels du secteur pour relancer cette agriculture également en agriculture de proximité et travailler à la notion de réserve foncière avec le conseil régional qui aujourd'hui, André Aschieri est donc en charge de cette question-là au conseil régional. Et donc on travaille de façon collaborative, par exemple avec une pépinière en termes de recherche, avec la question du musée international de la parfumerie, où on a réinvesti autour de jardins la recherche en matière de production agricole pour répondre aux besoins industriels. Voilà, donc je crois que c'est vraiment, on essaye vraiment de faire feu de tout bois à tout niveau dans ce partenariat. Alors c'est vrai que Moissartou est un modèle dans ce domaine-là depuis très très longtemps, au travers de son projet, son modèle de développement économique, et aujourd'hui ce qu'on essaye de faire, c'est d'essaimer ce modèle-là à l'ensemble de la collectivité territoriale et à l'ensemble de l'intercommunalité sur le territoire. Voilà. Je ne sais pas si je réponds précisément à votre question. Merci beaucoup. Faux espoir, finalement, on va passer à la conclusion parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je confie le soin bien difficile à Bruno Lanier, directeur de l'APAS, de la synthèse de nos échanges de cet après-midi. Ok, quand même. 4 heures de débat à synthétiser, ça va pas être simple. Alors d'abord, je voudrais remercier Catherine et Tristan, les animateurs du PIL du 04, et Maxime Chabal de la boutique Accès Conseil, de la boutique de gestion des Alpes du Sud, pour leur travail d'animateur. Et puis ensuite, je vais en venir à un essai de synthèse. Cette synthèse, on vous la présente parce qu'elle va être la base de l'écriture d'un cahier d'espérance sur cette thématique de l'économie et de l'emploi. Donc il est important que vous puissiez l'entendre et que vous puissiez ensuite agir si vous le souhaitez dans le cadre de la rédaction définitive de ce cahier. Donc d'abord je vais partir je vais suivre le déroulé, donc de l'indignation. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un constat partagé sur un sentiment que l'économie ultralibérale détruit les hommes et les territoires, et notamment que les valeurs du travail sont dévalorisées.
à une fonction utilitariste ou au service d'un système inégalitaire où une majorité de personnes ont le sentiment de ramer pour avoir un travail dans lequel ils ne s'épanouissent que difficilement, mais qui leur permet d'obtenir leur part pour contribuer au consumérisme général, au service d'une minorité qui n'a plus besoin, elle, de travailler pour s'enrichir, puisqu'elle vit de la spéculation. Donc j'ai l'impression que ça paraît un peu caricatural, mais c'est quand même ce qui ressort des points d'indignation qu'on a pu noter. À partir de là, il y a un certain nombre de points qui sont posés, notamment comment refaire du travail un acte constitutif d'un bien-être individuel et d'un mieux vivre ensemble. Comment on repose la question de la croissance, une croissance au service de quel projet de société, pour quelle durabilité, comment elle fait comment ce concept de croissance peut-il faire pour respecter à la fois les obligations en termes d'environnement, mais aussi les hommes. Ça pose cette indignation, elle pose aussi la question de la répartition des richesses et de la lutte contre les exclusions. Et je pensais notamment aussi, elle pose un certain nombre de questions sur comment aujourd'hui on peut mieux répondre aux besoins fondamentaux. Je reviens au micro-trottoir où il y a eu quand même beaucoup de questions sur se nourrir, se loger, se soigner, qui sont quand même des besoins fondamentaux à tout être humain. Et on voit bien aujourd'hui que le système dominant, il commence à ne plus répondre à ces fondamentaux. Enfin, il y a eu de poser largement la question du rôle de l'argent et du capital. Alors sur la deuxième partie qui était plutôt sur des illustrations d'une manière de faire autrement, il y a tout un premier point qui est apparu sur la question de clarifier ce que nous sommes. Qui sommes-nous ? Quelles sont nos pratiques ? Qu'est-ce qu'on prétend faire de si alternatif ? Comment on le rend visible, compréhensible ? Et comment on se protège de l'imposture ? J'ai bien aimé ce thème de l'imposture, je le reprends là. La deuxième proposition, elle tourne autour de replacer l'homme au cœur de l'économie. Et ça veut dire que les citoyens doivent réinvestir leur engagement dans cette question, dans cette sphère économique. Alors, il y a eu pas mal de choses autour de la question de la citoyenneté, que ce soit en tant que consommateur, épargnant, etc. La question, c'est comment on redevient des usagers coproducteurs des services et des biens que l'on souhaite produire, qu'on souhaite voir produire. Donc ça c'était abordé dans la question des jardins solidaires, mais aussi la question des sociétaires mutualistes. En fait, comment nous on se réapproprie cette dimension de production de biens et services en tant que citoyens consommateurs. Mais ça a été aussi beaucoup abordé sur la question de nos choix en termes d'engagement entrepreneurial, qu'on soit salarié ou bénévole. Finalement, dans quel espace on a envie d'investir ce temps de travail ? Est-ce que c'est dans des entreprises de personnes ou dans des entreprises de capitaux ? Donc avec tout un axe qui a été fait sur des entreprises qui intègrent les parties prenantes de l'activité. On a vu des choses sur la question de la relation aux clients, aux fournisseurs, aux partenaires, aux salariés, une notion de participation prenante de toutes ces parties prenantes au projet de développement. Il y a eu aussi dans le deuxième volet proposition un temps un petit peu plus sur la question de des besoins en matière d'accompagnement de ces entreprises. Alors on a vu des besoins qui relevaient sur des besoins de réseaux d'accompagnement autour de la création de projets collectifs. Comment on intègre viabilité économique et finalité sociale. Alors là, il y a eu plusieurs. On a parlé de couveuses, on a parlé de coopératives d'activité d'emploi à un moment donné, on a parlé de pépinières, de Prides, donc tout un tas de structures qui peuvent accompagner la création et la pérennisation de projets d'économie sociale et solidaire. Mais on a entendu aussi un besoin en matière d'utilisation et de création de nouveaux outils juridiques qui permettent ça. Alors quand je dis nouveaux, pas tous, c'est l'utilisation d'anciens et de nouveaux, mais on a parlé de scope, on a parlé que sans mutuelle, peut-être qu'il y a une partie de la société qui n'aurait pas accès aux soins, mais on a parlé aussi de groupements d'employeurs, on a parlé de sociétés
coopératives d'intérêt collectif, de CAE. Et je pense que là, il y a tout un travail qui doit être fait autour d'être force de proposition d'outils juridiques au service de notre cause. Voilà. Alors sur le troisième plateau, on est passé la question c'était un peu comment on passe de la marge à la norme, hein, comment on devient la norme. Alors là, j'ai retenu, j'ai essayé de structurer quelques axes de proposition. Le premier, c'est éduquer à l'ESS, avec deux dimensions qui me semblent importantes. Un, c'est se réapproprier les méthodes et les outils de l'éducation populaire autour de la question de l'émancipation. Comment on amène les citoyens à redevenir des citoyens économiques à part entière. Et là, il y a tout un axe. Alors, je ne sais pas si ça doit se décliner dans des ateliers participatifs, des événements. En tout cas, il y a toute une démarche proche de l'éducation populaire. Et puis il y a un deuxième volet qui est autour de intégrer l'ESS dans les programmes de l'éducation nationale, avec là-dedans deux dimensions. La dimension des actions éducatives, aller emmener les étudiants visiter des initiatives de l'économie solidaire. Ça commence à se faire et ça peut se développer de plus en plus. Mais il y a aussi une question que moi j'ai pas trop entendue, mais qui moi me semble essentielle, c'est comment l'ESS s'inscrit dans les manuels d'économie de l'éducation nationale, de l'économie des sciences économiques et sociales, qui me semble aussi importante et pour lequel je crois il y a encore beaucoup de travail. La deuxième proposition que j'ai entendue, c'est ouvrir le débat sur ce qu'est l'ESS, poser la question du périmètre, travailler les alliances avec les TPE et les PME, irriguer les entreprises classiques à travers la question des RSE, aller vers une économie responsable qui à la fois respecte et permet le développement de l'ESS, mais construit aussi un rapprochement des autres entreprises vers cette économie responsable, vers ces valeurs de l'ESS. Alors là-dedans, il y a plusieurs dimensions. Il y a travaillé sur le cadre réglementaire, il y a travaillé sur des indicateurs de ce qui fait richesse, il y a travaillé sur l'évaluation de l'utilité sociale, donc on voit bien que c'est quand même, il y a du boulot. Après, il y avait un troisième grand axe qui était renforcer l'accompagnement des entreprises de l'ESS et de la création à la pérennisation. Alors là, il y avait tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le dispositif d'accompagnement. J'ai aussi entendu pas mal de choses autour de la solidarité entre acteurs, comment les gros accompagnent les petits, que ce soit financièrement, mais que ce soit aussi dans des méthodologies de compagnonnage. Il y a tout un champ de développer la coopération et la mutualisation entre acteurs, développer les sources de financement, les dispositifs d'aide. On a parlé des contrats aidés, on a parlé de finances solidaires, on a parlé des IA avec les outils. Bon, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur ce volet-là. La quatrième piste, c'était développer les échanges entre acteurs de l'ESS. Alors là, je pense qu'on a parlé il y a eu un moment donné d'aborder la question des achats entre nous, quoi. Comment on développe un marché intérieur entre acteurs. Comment ça se fait que toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire ne sont pas en partenariat fournisseur qu'avec d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, ça serait la première chose à faire. Au moins, on serait cohérent entre ce qu'on produit et de la manière dont on le produit. C'est ce que disait par exemple Épice sur sa manière de monter la coopérative. Il y avait développé d'autres modes d'échange non monétaires, développer les coopérations et la mutualisation de moyens, la coopération économique, la solidarité interne. Le cinquième point, c'était développer la co-construction de politiques publiques. Là, il y avait développement des relations plus partenariales. On a parlé des conventions d'objectifs. Développer une fiscalité qui favorise et soutienne l'ESS, favoriser une évolution législative qui permette de travailler sur la question des fonds associatifs, mais aussi de flécher l'épargne solidaire sur les initiatives solidaires. Les nouvelles méthodes d'évaluation. Le cinquième point, c'était favoriser le développement d'emplois dans l'ESS. Et là, il y a beaucoup de choses. Notamment, je pense qu'il y a des choses autour de exiger des politiques d'aide à l'emploi qui soient plus pérennes, qui permettent mieux l'insertion. Et le dernier grand axe, on me presse, donc je peux pas décliner les sous-parties que j'avais mis là-dedans, c'est créer des alliances avec tous les acteurs économiques
qui ont aujourd'hui intérêt pour se pérenniser à rejoindre la démarche de l'ESS. Et puis le dernier point de ça, c'est créer des synergies entre différents concepts, développement local, éducation populaire et ESS. Voilà, alors j'ai pas pu... Waouh. Moi je dirais bravo. Merci beaucoup Bruno. Là, je crois qu'on est un petit peu pris par le temps d'enregistrement en particulier. Donc un grand merci aux internautes en particulier. J'ai pas pensé à le faire tout à l'heure, qui ont contribué. Je pense qu'on pourra intégrer leurs propositions. Et on les invite, à continuer à contribuer. Et je crois que maintenant il est temps pour Christophe Castaner de faire la conclusion. Je ne vais pas forcément conclure, dans la mesure où on est à un moment d'un processus, à travers les États généraux, et donc bien évidemment pas de conclusion, qui me soit permis de remercier les participants, un clin d'œil tout particulier à Terre-Doc, dont d'ailleurs j'aurais préféré, j'étais la semaine dernière à la remise des prix, j'aurais préféré leur remettre le prix de la RSE à Terre-Doc, d'abord avec un petit tropisme local, mais aussi parce que j'étais un peu surpris de remettre le prix à l'entreprise Ricard. Pas seulement parce qu'ici à Fort-Calquier on fabrique un pastis concurrent qui est le meilleur du monde, mais aussi parce que j'avoue que j'étais un peu surpris, et la remarque qui a été faite tout à l'heure, voilà. Et quand j'étais sur scène, j'ai juste une formule du genre, en plus j'ai eu 2 prix, donc j'ai juste une formule en disant qu'un prix ça va, 2 prix bonjour les dégâts, mais j'étais un peu comme ça, voilà. Mais du coup ça me permet de resaluer Terre-Doc et la démarche de cette entreprise locale qui a une ambition nationale, mondiale, et qui le porte avec ses employés. Et ça permet déjà de rebondir sur cette discussion, sur c'est quoi l'économie sociale et solidaire, et comment est-ce qu'on trace les perspectives vers une économie responsable, comment est-ce qu'on dépasse la question des statuts. Débat ouvert, j'étais surpris que personne ne rebondisse sur ce sujet, mais je crois qu'il mérite d'être posé aussi comme cela. Remercier O2Zone TV, remercier Bruno Lanier qui a, pour sa synthèse, son introduction, remercier les organisateurs, et ça va me permettre de balayer les différentes tables rondes qui vont se dérouler, donc celle d'aujourd'hui pilotée par l'APAS avec Amanda Morbilli à la manette, mais aussi donc le 5 mai dans les Hautes-Alpes, c'est la CRESPACA qui la pilote avec Manon Lambert, dans les Alpes-Maritimes c'est l'APAS qui reprendra la main avec Caroline Mormand, dans les Bouches-du-Rhône le 2 mai c'est la CRESPACA qui agira avec Marielle Vallon, dans le Vaucluse le 14 avril, elles ne sont pas dans l'ordre mais c'est pour que vous les notiez et que vous les suiviez, mais aussi vous retrouverez ça sur le site internet, l'APAS avec Mélissa Ménard, et la dernière dans le Var, avant qu'on se retrouve à la région, c'est la CRESPACA qui est à la manœuvre avec Thomas Guérin. Et donc je crois que c'est important de saluer tout cela. Je voudrais remercier aussi les services de la région qui sont mobilisés à vos côtés depuis le début de cette aventure, qui sont présents, et vous dire à cette occasion que évidemment pour nous on a des dispositifs, j'en ai parlé un peu avec fierté tout à l'heure, on a des dispositifs, des moyens ambitieux. Mais il ne faut pas en rester là. D'abord, il faut rebalayer ces dispositifs. J'ai rencontré il y a quelque temps les acteurs des chantiers d'insertion, en leur annonçant qu'on souhaitait profiter de l'année 2011 pour rebalayer cela. C'était un engagement lourd pour nous, 7,2 millions par exemple. Mais il y a une sorte de mécanisation qui peut nous éloigner aussi de nos priorités. Donc il ne faut pas hésiter à rebalayer cela. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à continuer à inventer, à innover. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du dispositif CEDRE. Il y aura dans le cadre du contrat créé, qui est notre grand contrat régional pour l'emploi, un appel à projet pour de nouvelles expérimentations, et je vous cite cela pour dire que c'est vraiment nécessaire pour nous d'aller au-delà. Quelques mots par rapport à l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Alors permettez aux politiques que je suis de faire un tout petit peu de politique. Je crois que depuis 2 heures... Quelle heure il est ? Un peu moins de 2 heures, l'UMP a lancé son grand débat national sur la laïcité et l'islam. Et objectivement, je préfère participer au débat qui nous réunit aujourd'hui, qui parle d'autre chose, mais qui parle peut-être des vrais sujets de préoccupation des Français. Et là aussi, je cite Jean-François Copé, excusez-moi, mais qui en ouverture déclarait qu'enfin on s'occupait des vrais sujets de préoccupation des Français, que plus rien ne leur échappe. J'avoue que je pense qu'ils se trompent un peu et que les Français sont moins préoccupés par la question de l'islam que par la question de l'économie et surtout de la quête de sens dont vous avez parlé toute l'après-midi. Surtout que sur la question de la laïcité, certains ont dénoncé le fait qu'il y avait trop de normes. S'il y a une norme, là en l'espèce législative, celle de la loi de 1905, qui à mon sens est le juste point d'équilibre entre le fait religieux et l'existence d'un pouvoir exécutif, je pense qu'il faut la préserver, l'accompagner, la chérir, cette loi, plutôt que de la mettre en cause comme c'est le cas actuellement. Alors,
un certain nombre de choses ont été abordées sur la difficulté de gérer des injonctions paradoxales. On a aussi l'expression des politiques vis-à-vis de l'état de stop and go qui sont extrêmement difficiles aussi pour les acteurs de l'économie sociale. Je crois que c'est important. La question de savoir comment on met en œuvre ces politiques, effectivement, la réponse n'est pas une normalisation accrue, même si, en même temps, nous savons qu'il faut professionnaliser les démarches. Le tableau qui présentait l'évolution des carrières et les départs à la retraite dans l'économie sociale et solidaire montre bien la difficulté que nous allons avoir à retrouver des cadres et à accompagner la croissance de vos structures tout en veillant à ce que nous gardions l'esprit militant. Parce que aujourd'hui, on a, j'ai déjà utilisé cette expression, je ne suis pas le seul, des militants qui sont devenus gestionnaires. On a quelqu'un qui nous parlait tout à l'heure d'une entreprise, enfin d'une structure de 400 emplois. Et donc du coup, on est là quand même, c'est pas de la PME, quoi. Hein, c'est des choses lourdes, sérieuses. Et donc on est passé vraiment de ce statut de militant à gestionnaire. Il faut que nous fassions attention à ce que l'économie sociale et solidaire ne se transforme pas aujourd'hui à travers des approches gestionnaires qui négligent le fait d'être militant. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. Et puis, vu qu'on sort de campagne électorale, j'aurais aussi un propos justement sur la notion de militantisme. C'est vrai que, hélas, on est un peu trop souvent entre soi dans ce genre de manifestations, et que c'est vrai que les cadres politiques, y compris ceux de mon parti, négligent aussi la participation de ce genre de débat. Et j'avoue que c'est un peu regrettable qu'on soit toujours aussi nombreux à des assemblées générales de CCI locales et toujours aussi peu nombreux, parce que ça, on ne peut pas les louper. Hein, vous vous rendez bien compte que là, on y est tous, voire pour les locaux, l'inauguration de la foire de Sisteron, qui est un grand moment de l'économie mondiale, où là on est tous au garde à vous, et c'est important, avec toujours une marraine, type Loana, tout ça, payé avec de l'argent public. Mais bon, c'est comme ça, et par contre, on se retrouve un peu seul. Alors ça me permet au passage de remercier le Conseil général de Vaucluse, d'avoir accompagné les États généraux. Et puis ceux qui savent lire le second degré comprendront ce que je veux dire, ou que j'ai pas dit d'ailleurs. Très clairement, je crois que vous avez abordé vraiment la question de la perte de sens ou la question plus globale de notre société en quête de sens. Je pense que c'est vraiment un sujet majeur sur lequel il faut continuer à travailler et sur lequel vous apporterez bien évidemment des réponses. Mais commencez par affirmer le fait que vous n'êtes pas une économie assistée. Ça a été dit aussi cet après-midi, il y a de l'argent public, et la meilleure façon d'affirmer cela, c'est d'abord d'être sérieux aussi dans vos démarches, et vous l'êtes. C'est le fait qu'aujourd'hui, on fait aussi de l'économie sociale avec un business plan, avec des problèmes de trésorerie, avec des comptables, et qu'on sait parfaitement assumer cela. Je crois que c'est particulièrement important. Je rebondis très vite sur cette notion de quête de sens, de société, ou juste une petite digression, vu qu'on a commencé par Stéphane Hessel, je vais évoquer à nouveau Stéphane Hessel. Vous savez qu'il est dans les nominés pour recevoir le prix Nobel de la paix. Alors à chaque fois, ça fait des débats, que c'est bien mérité, le prix Nobel, Barack Obama, tout ça. Bon, au fond, je m'en fous. Mais ce dont je suis intimement convaincu, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aurait rien de plus fort que de distinguer un passé exemplaire, comme le sien, pour préserver et promouvoir un avenir digne. Et Stéphane Hessel, du haut de ses 94 ans, et un prix Nobel à Stéphane Hessel serait peut-être aussi une façon de saluer le poids justement de ce passé, de saluer un vieil homme. Et notre société se doit aussi de reconnaître, et je trouve que ce serait un joli symbole aussi que de consacrer un homme de 94 ans dans cette société qui veut cacher les vieux comme on veut cacher les personnes en situation de handicap. Je pense que ce serait déjà un premier message, mais surtout ce serait un peu plus important encore. Moi je crois vraiment que dans cette période de désarroi, d'angoisse, d'incertitude, Stéphane Hessel, au-delà du débat que son opuscule peut provoquer, régénère fondamentalement l'espérance en régénérant la résistance à toutes les barbaries. Et je pense que cette question, elle mérite vraiment de se poser en ces termes avec l'emphase de ces quelques mots, mais je crois qu'elle est ainsi. Plus globalement, et pour conclure, ces moments de parole, ces moments d'échange me paraissent importants. Alors bien sûr, à la sortie, on n'a pas révolutionné le monde, on n'a pas changé, mais peut-être qu'on sort un peu plus fort de cette discussion, et je crois que c'est important. Moi, je crois que c'est par la parole, l'échange, la réflexion, que la conscience se forme pour s'adapter petit à petit à ces nouvelles exigences et permettre au fond l'émergence d'une nouvelle conscience. Et aujourd'hui, le vrai enjeu sur la question de l'économie et du modèle de développement économique que l'on veut, c'est celui justement de, non pas reconstituer une conscience, mais libérer la conscience des femmes et des hommes. Je vous remercie.